Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses ont changé en France et partout dans le monde. Comme vous savez, la France, la grève assez mortelle et ça continue juste à la veille de Noël et Nouvel An. C'est tellement grave. Je crois que ça va durer jusqu'à cette semaine. Et on ne sait pas comment ça va se terminer, mais de toute façon, les syndicats le plus important, CFDT, je crois qu'il va être d'accord avec une petite baisse de la part du gouvernement en mettant quoi? 62 ans au lieu de 64 ans, après ça va régler, espérons-le, puisque, vous savez, à la veille des fêtes, ça va être un peu grave. Comme vous savez, il y a 8 lignes de métro fermées. Parmi, vous voyez la ligne 13, Saint-Denis, Asnières-Gennevilliers. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. C'est tellement grave parce que le plus pauvre des gens en Île-de-France utilise cette ligne, la ligne 13. Et il y a tout le temps énormément de personnes. Alors, je ne sais pas, tous ces gens-là qui vont aller au travail, qui vont bouger, sortir de chez eux, comment ils vont le faire? Puisque même dans l'année, la ligne 13, c'est une des lignes qu'il y a trop. Il y a trop d'embouteillages dans la ligne, c'est-à-dire chaque matin et chaque soir, et il y a énormément de gens qui prennent cette ligne surchargée. Moi-même, j'avais l'occasion de le prendre plusieurs fois. J'ai constaté déjà la saleté de cette ligne 13 d'un côté. Il n'est pas propre comme les autres lignes et il n'est pas efficace, ne répond pas au nombre de passagers qui l'utilisent le matin et le soir. C'est incroyable. Je ne sais pas un jour si cet homme politique va aller essayer cette ligne, la ligne 13, qui est vraiment catastrophique, on peut dire, pour les gens qui l'utilisent. C'est tellement grave. Alors, vous écoutez votre radio, 95.2 FM, Radio Ici Maintenant. Bien sûr, sur l'Internet, vous pouvez nous écouter, même nous regarder, en tapant ici maintenant.com. Mes chers amis, David Abbassi qui est avec vous, comme tous les lundis. Alors, mai 68, actuellement, surtout cette année, depuis l'année dernière, depuis novembre dernier, on parle beaucoup de mai 68 et cette révolution qui a commencé en France avec les Gilets jaunes depuis novembre de l'année 2018 et ça continue. Et la suite, c'était cette grève mortelle qui a mis tout en arrêt, presque en arrêt, toute l'activité, une grande partie des activités en Île-de-France surtout. Alors, quel souvenir avez-vous de mai 68? Et sans aucun doute, vous vous rappelez de la Marianne de mai 68, une fille avec un drapeau à la main. C'était l'icône de mai 68. Alors, imaginez-vous qu'après des années, nous avons trouvé cette Marianne de mai 68, que vous êtes en train de voir, regarder sa photo sur notre écran, si vous nous regardez à partir de l'Internet en tapant ici maintenant.com. Mais par contre, si vous nous écoutez à partir de FM, 95 de FM, il n'y a pas d'image, mais sur l'Internet, il y a l'image. Alors, ce soir, David Abbassi, je veux vous dire que ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la Marianne
de mai 68. Cette femme, que je crois qu'elle avait 20 ans à l'époque, est l'icône de mai 68 et qui a pu, elle a pu obtenir cet honneur, on peut dire, d'être nommée la Marianne 68. Elle s'appelle Miss Caroline, elle est avec nous. Bonsoir Miss Caroline, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Excellent, excellent. Alors Miss Caroline, quand mai 68, et cette photo que tout le monde se rappelle de ça, vous aviez quel âge? J'ai 28 ans. 27 ans? 28. 28. Ah, c'est excellent. Alors, tout d'un coup, c'était arrivé ou vous l'aviez programmé ça avec vos amis? Programmé comment? La photo? La photo, la prise de la photo et... Ah non, elle n'était pas prise, programmée du tout. C'était complètement spontané. Mais c'est pris par les médias et vous êtes devenue la Marianne de mai 68. Oui. Et de temps en temps aussi, c'était par où cette photo, même 20 ans après mai 68, et même le Parisien, par Image, ils ont fait des articles, encore votre photo va être présentée, même actuellement, dès qu'on tape sur l'Internet, la Marianne mai 68, on vous voit. Eh oui, moi, Alors c'est qui, cette Marianne mai 68, Miss Caroline, c'est qui? Dites-nous, qui êtes-vous, Miss Caroline? bah, je sais pas. Je suis une Marianne anglaise. Hein? Je suis une Marianne anglaise. En plus, vous êtes d'origine britannique. Oui, oui. Ah oui. Comment ça se fait? Vous aussi, vous étiez comme ça ici par hasard à l'époque ou vous étiez étudiante ou travailliez ici? Non, j'étais mannequin. J'étais mannequin. Et je revenais. Hein? Je revenais des États-Unis où j'ai travaillé comme mannequin. Et je suis revenue à Paris pour un travail. Et j'ai tourné 3 films à l'époque, juste avant mai 68, avec un jeune homme qui était ami de Cohn-Bendit et qui était à l'université de Nanterre, mais il est parti parce qu'il n'était pas content de comment ça se passait et il trouvait qu'il fallait faire une révolution. Alors, on a fait un film qui s'appelle Détruisez-vous, qui venait de ce slogan Détruisez-vous, aidez-nous, détruisez-vous. Et il s'agissait de parler de la révolution qui ne se faisait pas. Et c'est sorti en avril 68. Et un mois plus tard, j'étais sur les barricades. Excellent. Voilà. Quand même, vous étiez avec l'équipe de Daniel Cohn-Bendit. Vous le connaissiez? Non, moi je ne le connaissais pas. Bon, la personne qui a fait le film le connaissait, mais moi j'étais surtout avec des artistes, des cinéastes, des musiciens. J'étais dans ce monde-là. Et on avait décidé d'aller à la manif. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et également, vous avez fait un autre film dans les années 60 qui avait le même nom que notre radio, Ici et Maintenant. Ouais, ça faisait partie des 3 films de Serge Barre. Oui, ça s'appelait Ici et Maintenant. Barre était votre mari aussi? Non, pas du tout. Non? Non, c'était un ami. Ah, d'accord. Il voulait faire des films et il y a une jeune femme qui s'appelait Sylvina Boissonnade, qui était d'une famille fortunée et qu'elle voulait faire quelque chose pour la Révolution. Alors elle a financé plein de films
films underground, disons, et aussi Philippe Garrel et des gens comme ça. Et elle a financé des films de Serge Barre, et puis Détruisez-vous, c'était le premier de cette série. Et après, il y a eu Fun and Games for Everyone, et après, il y a eu Ici et Maintenant. C'est un film un peu abstrait. La photo est très belle. C'est Henri Alcan qui a fait la photo. Oui. Oui, Caroline. Alors, vous étiez toujours restée révolutionnaire et une dame de gauche, Caroline, depuis mai 68 à ce jour? Comment? Est-ce que vous étiez toujours restée révolutionnaire et de gauche? Je suis de gauche, mais pas extrême gauche. Alors, mai 68, c'était extrême gauche? Je suis quand même plutôt de gauche, oui. Enfin, ouais. Actuellement, comme vous voyez, la révolution, la révolte depuis novembre 2018 à ces jours, que pensez-vous? Que dites-vous, Caroline, la Marianne de mai 78? Cette révolte populaire, vous le voyez comment par rapport à ce qui était passé il y a déjà 50 ans? Ouais, c'est très compliqué parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la violence quand même. Et évidemment, les gens, ils ont des problèmes et c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Et je ne suis pas d'accord avec la violence. Mais bon, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a autre chose à faire que de tout casser, quoi. C'est-à-dire, en mai 68, on n'a pas cassé? Oui, ce n'était pas violent? Non, on pouvait casser. Les cassures cette année et depuis l'année dernière, c'est énorme alors par rapport à... Mais ça n'a pas duré aussi longtemps que cette année-là. Ouais. Mais bon, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que les riches devraient quand même lâcher un peu quelque chose. Ils ne vont pas relâcher les riches, c'est ça? C'est trop inégal et c'est vraiment compliqué. Moi, je n'ai pas la solution. Hein. Vous avez dit les riches. Alors ces riches-là, c'est-à-dire c'est les banquiers plutôt qui tiennent la finance ou c'est le gouvernement qui doit passer des lois? Comment ça doit passer? Le gouvernement devrait passer des lois. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent devraient en lâcher un peu, quoi. Mais comment faire? Moi, je ne suis pas communiste, hein. Je ne suis pas d'extrême gauche. Mais il y a un middle part. Vous voyez, rester un peu au milieu et pas d'un extrême ou de l'autre. Oui, oui. Vous savez, Miss Caroline, la Marianne de mai 68, Radio Ici Maintenant, vous le connaissez. Nous avons l'habitude de faire participer nos amis dans nos émissions, c'est-à-dire, vous avez la parole également, l'auditeur. Et si vous permettez, il y a quelqu'un qui va vous poser des questions, c'est Dr Ange. Ange, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ravi d'échanger avec vous parce que, eh bien, il se trouve que mai 68, je l'ai vécu, mais de loin parce que j'étais tout jeune. Et je me rappelle bien de votre photo et de l'avoir revue là, pour l'émission de fête à laquelle vous participez. Ça m'a ramené, allez, disons quelques années en arrière.
Et effectivement, je vous écoutais là et je pensais à quelque chose. Je pensais, c'est vrai, au côté fascinant qu'avait pour un jeune homme de province, parce que j'étais dans le sud de la France et j'avais 13 ans. Et après 68, je suis monté à Paris et je me rappelle tout petit, je m'étais promené dans les quartiers où il y avait eu tous les événements, notamment à l'Odéon. Enfin, c'était assez fascinant. Et je vous entendais parler tout à l'heure et je pensais aussi à quelque chose. Vous l'avez dire que vous êtes interviewé par un adolescent attardé, mais j'assume. J'ai participé aux manifestations des Gilets jaunes. Et souvent, on établit un parallèle entre les manifestations des Gilets jaunes et les manifestations de mai 68. Pour autant que je puisse me rappeler des mouvements de mai 68, évidemment qu'il y a eu beaucoup de barricades, beaucoup de choses comme ça, mais je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une violence avec des gens qui ont été éborgnés, estropiés, qui aient perdu des mains. Ça, je m'en rappelle pas. Peut-être que c'est vieux, hein. Moi, je vous dis, j'avais 13 ans, hein, mais je ne me rappelle pas de ça. Oui, il y avait des images spectaculaires, des barricades, des bagarres avec les CRS, avec tout ça, mais pas les estropiés que nous avons vus l'an dernier. Vous voyez, ça c'est quelque chose de différent. Il me semble, hein, il me semble. Oui, oui. Vous êtes d'accord, Caroline, avec ce que Dr Ange dit? Alors, Dr Ange, c'est un écrivain, tout à l'heure, il va se présenter lui-même. Mais alors, Ange, vous aviez 13 ans à l'époque, et Miss Caroline, 28 ans. Alors, êtes-vous d'accord, la Marianne, mai 78, avec ce que Dr Ange vient de dire concernant mai 68? Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas, peut-être que les flics étaient un peu plus cool que ceux de maintenant. Oui, c'est mais possible. Bon, mais je crois qu'ils sont... on les provoque aussi maintenant. On les provoque. Alors, je ne sais pas qui est le plus violent, les flics ou les manifestants. Là, après, ça nous amènera à parler de manifestations de l'an dernier, mais notre intervieweur, David Abbassi, effectivement, je suis médecin et je suis aussi écrivain. Mon nom, c'est Ange Mathieu Mésadri, et mon dernier livre s'appelle Manuel d'autodéfense contre les libéraux libertaires. Déjà, avec un titre pareil, on voit à peu près où je vais, vous voyez. Et en même temps, c'est assez étrange parce que, en ce qui me concerne, ce n'est pas une polémique, hein, madame, c'est juste un échange. Effectivement, en ce qui me concerne, en tant qu'écrivain et en tant que, à la fois romancier et essayiste, et en tant qu'aussi médecin, puisque je suis aussi médecin, je suis assez fasciné par le mouvement de ce qui s'est passé en 68, mais sur le versant culturel, notamment aux États-Unis, avec le mouvement hippie, avec la contre-culture. Ah oui, c'est ça. Je suis un peu plus réservé, mais je vous dis, ce n'est pas une polémique, hein, c'est juste un échange avec vous, madame. Avec le côté politique que nous avons eu chez nous en France, vous voyez, le mouvement 68 Arts français me laisse un petit peu, pas amer, mais un peu perplexe, même j'ai beaucoup de distance. D'ailleurs, dans mes livres, je suis assez distant par rapport à cela, alors que tout le côté culturel, par exemple, je suis un fanat de la poésie de la Beat Generation, par exemple, aux États-Unis. C'est vrai que, ah ben vous voyez, hein, j'ai un grand plaisir à aller à San Francisco, à Haight-Ashbury, vous voyez, de regarder tout ça. Donc, tout cet aspect-là, le mouvement des droits civiques aux États-Unis, la Beat Generation, le mouvement hippie, Jimi Hendrix, hein, les Doors, je suis un grand fanat de... Tout ça me plaît. Mais par contre, le côté politique chez nous en France me laisse un peu perplexe. J'ai presque l'impression, ce n'est pas vous qui êtes visée, hein, madame, pas du tout, sinon je ne me permettrai pas de parler ainsi, mais il y a un petit côté imposture, ça faisait un peu bourgeois des beaux quartiers qui se donnaient le côté d'être des révolutionnaires, vous voyez. Et en 68 ? Oui, en 68. Chez nous en France, hein, je parle de la France. Ouais. Hein. Oh, alors que si vous voulez, oui, mais c'était aussi culturel en France. Il y avait tout un mouvement de cinéma et tout en 68 qui était très nouveau. Et ça venait aussi... Moi, je venais des États-Unis et
juste, je traînais chez Warhol, vous savez, à l'époque. J'ai connu Lou Reed et tout ça, et Otis Redding, et puis je suis arrivée à Paris, et j'ai trouvé quand même que les gens, ils étaient assez influencés par tout ça. Surtout dans le milieu cinéma et musique. Et c'est là que j'ai connu mon premier mari, qui était jazzman, qui a joué avec Miles Davis. Et voilà. Et il y avait vraiment un côté culturel dans le mouvement mai 68. Surtout pour les femmes, la libération des femmes, c'était très important. Oui. La libération des femmes, une nouvelle façon de voir même l'art et tout ça, quoi. Oui, bien sûr, je pense que ce que nous disons n'est pas contradictoire. Le côté très culturel nous venait plutôt des États-Unis. Ouais. Avec plutôt des États-Unis. Mais il y avait Godard aussi, hein. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il est français, celui-là? Parce que je crois qu'il est suisse. Non, il est suisse. Voilà, je vous taquine un peu, hein. Je vous taquine un peu. Il a fait tout ce film en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, je travaille sur un livre sur Jim Morrison en ce moment. Et justement, je regarde... j'ai lu toutes ses bibliographies. Il était effectivement, lui, avec ses études à UCLA, il était très, très fasciné par le cinéma Nouvelle Vague français. Et là, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est le côté culturel de 68, mais en France, plutôt dans le cinéma. Effectivement. Oui, mais moi, j'étais en plein dedans à cette époque. Alors, et qu'est-ce que ça vous fait? Alors, c'est un peu taquin, c'est mon côté taquin. Je crois que vous l'avez compris à ma façon de m'exprimer. Donc, la Marianne de mai 68, c'est une américaine. Hein? Britannique surtout, britannique. Anglo-saxon, mais elle est britannique. Voilà. Je suis anglaise. Alors, oui. C'est amusant, ça prouve bien que le mouvement... On dit que le général de Gaulle avait été assez fasciné par le fait que, justement, avec les mouvements de mai 68, il avait trouvé que la France avait encore montré un peu sa voix au reste de l'Europe. En même temps, il devait... évidemment, il y avait la contestation politique, et en même temps, la fierté qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi, en France. Mais moi, je ne me rappelle pas, mais j'étais gamin, hein. Non, je n'ai pas entendu parler de blessures violentes, de gens estropiés, pas de mort. Oui, en 68. Oui, non, c'est vrai. Il y avait de la violence, mais il n'y avait pas de blessés, pas beaucoup de blessés. Il y avait d'ailleurs, je crois, quelques morts, mais c'était des accidents. Oui. C'était pas pareil. Oui, c'est la violence, bien sûr. Même les violences du côté des manifestants, c'était rien à côté de la violence de ceux d'aujourd'hui. Parce qu'on dirait que chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des gens qui viennent casser. J'ai pu voir ça l'an dernier. J'ai pu voir ça l'an dernier lors des manifestations des Gilets jaunes, oui. Enfin, je dis pas que ce sont les Gilets jaunes qui ont fait ça. Voilà. Je dis pas que c'est eux qui ont fait ça, je n'ai pas dit ça. Mais lors de ces manifestations, j'ai vu débarquer des casseurs, et effectivement, ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite dans une démocratie, dans un pays un peu civilisé, vous voyez. Mais les casseurs, ça provoque, après les flics, ça casse aussi, et puis, c'est... Je peux vous donner l'anecdote. Ma dernière manifestation, pourtant je ne pensais pas qu'elle serait violente. C'était l'an dernier, non, c'était cette année, pardon, puisque l'année n'est pas encore passée, cette année, pour la manifestation du 1er mai, j'ai été parmi les manifestants qui ont été pris dans la nasse devant la Pitié-Salpêtrière, et les grenades lacrymogènes ont explosé à mes pieds. Donc, et j'ai vu les gens paniquer, essayer de se réfugier dans l'hôpital. Et quant à moi, j'ai voulu redescendre vers le
le boulevard Saint-Marcel, parce que j'ai des cousins qui habitent juste rue Poliveau, mais tout était bloqué. Et à un moment, j'ai été pris entre d'un côté les casseurs, les fameux Black Blocs, donc je ne sais pas qui sont ces gens-là, vous voyez, et les policiers. Et heureusement qu'il y a une âme charitable qui a ouvert son portail, et un certain nombre de personnes comme moi, nous avons pu nous réfugier dans la cour intérieure d'un immeuble, parce que je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui, vous voyez. Parce que quand on se retrouve coincé entre les gardes mobiles qui se défendent et les casseurs, vous voyez, parce que c'était même pas les manifestants, les casseurs qui sont là que pour casser, c'est un coup à être estropié, vous voyez. Ah oui, c'est terrible. Et je peux vous dire que je n'étais pas à mon aise, effectivement. Ça serait malheureux, enfin, je ne serais pas honnête de vous dire que j'étais parfaitement rassuré dans cette situation-là, quoi. Donc souvent, c'est pour ça que quand j'entends parler de mai 68 et comparé au mouvement que nous connaissons en ce moment en France, non, c'est quand même différent, quoi. Enfin, oui, c'est très différent. Pour autant que mes souvenirs soient exacts. Ce que je suis d'accord, plus, c'est le mouvement Extinction Rebellion. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai... Le mouvement Extinction Rebellion. Ah oui, effectivement. Je suis plus d'accord avec ce mouvement-là parce que c'est pacifique. Et bon, c'est pour le climat. Oui, bien sûr. Mais tout se joint, hein, le climat aussi et la condition des gens, ça se rejoint. Et je pense que c'est peut-être plus efficace comme mouvement parce que c'est pas violent. Ben, c'est ce que je pense aussi, d'ailleurs, quand on revient c'est-à-dire que ça bloque des choses, il bloque des quartiers entiers, quelquefois. Mais bon, le problème avec ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont obligées de fermer, qui vont faire faillite, parce que... Oui, bien sûr. Et je ne sais pas si le gouvernement va les indemniser un jour ou vous voyez, c'est en train de couler. Là, je ne peux pas vous dire. Mais il aurait beaucoup de faillites, il aurait beaucoup de problèmes économiques qu'on va le voir l'année prochaine, c'est vrai. Oui. Mais vous savez, j'ai toujours... J'espère que ça vaut la peine et que... Moi, j'ai toujours... Mais c'est vrai, c'est très difficile pour beaucoup de gens de s'en sortir et le système est mal foutu. Alors, il faut que quelque chose change, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Parce que, par exemple, est-ce qu'il propose quelqu'un d'autre que Macron, par exemple? Et tout le monde veut que Macron s'en aille, mais qui va prendre sa place? Le Pen, Mélenchon, quoi? Non, alors là, c'est amusant parce que vous dites, alors vraiment, ça serait si Monsieur Abbassi m'invite un jour à la radio, dans le livre dont je vous ai dit le titre, Manuel d'autodéfense contre les libéraux libertaires, je développe l'idée que, en fait, mais que je ne suis pas le seul à le dire, que Emmanuel Macron, donc il est arrivé là, parce qu'il est le représentant d'une idéologie et de l'intérêt d'une oligarchie qui avait besoin de quelqu'un à la tête de l'État pour défendre ses intérêts. À la limite, la question, les gens se polarisent sur tel ou tel individu, vous voyez, parce qu'on personnalise le débat, mais à titre personnel, je n'ai pas tendance à faire ça. Je ne suis pas en train de vous dire que j'aime ou que je n'aime pas Macron, c'est un autre sujet. Mais je suis médecin, je vous l'ai dit, donc pour moi c'est un symptôme, Macron, vous voyez. Ce qu'il faut, c'est remonter à la cause. À la cause, vous le disiez tout à l'heure, avant que M. Abbassi me fasse rentrer dans la conversation, vous avez une oligarchie qui est ultra minoritaire et qui est hyper puissante, qui a son pouvoir économique et donc son pouvoir politique qui ne va qu'en s'accroissant d'une manière presque indécente, puisque maintenant nous avons des milliardaires qui pourraient vivre 1000 vies et qui n'arriveraient pas à dépenser leur propre argent, vous voyez. Les hommes politiques, selon moi, ne sont que des régisseurs, vous voyez, ou les gens qui sont là au service de cette classe dominante. Oui, Macron, bon,
voilà, il est ce qu'il est, cet homme. Il a les résultats qu'il a. Moi, personnellement, je ne suis pas de son bord. Hein. Sinon, j'aurais pas écrit un livre avec un titre pareil. Mais se polariser sur les individus, pour moi, c'est comme le médecin que je suis. Vous voyez, madame, si vous venez me consulter, je me polarise sur un symptôme, mais que je n'essaie pas aller vers la cause de la maladie. Ce qu'il faut regarder, c'est la cause de la maladie. Parce que l'oligarchie, c'est partout. Il y a Trump en Amérique, maintenant le Brexit. Oui. C'est tout la même chose. Oui, je sais bien, puisque vous connaissez bien les États-Unis. Il y a 2, 3, 4 ou 5 ans en arrière, je ne me rappelle plus très bien, non, c'est pas 3 ans, sur 5, 6 ans en arrière, j'étais aux États-Unis et j'ai pu assister aux manifestations. Je dis assister et non pas participer, parce qu'étant étranger, je ne voulais pas être pris dans une manifestation, être expulsé du territoire américain, ce qui m'aurait interdit d'y retourner, vous voyez. J'ai simplement assisté à des manifestations, et notamment pour tout ce mouvement qu'on appelle Occupy, vous voyez, Occupy Wall Street et tout. Et effectivement, ces manifestants, jeunes et moins jeunes, mettaient en avant ceci, que la richesse de leur pays, en l'occurrence les États-Unis, était accaparée par même pas 1% de la population, au détriment de tout le reste de la nation américaine. Phénomène que nous avons chez nous aussi, vous voyez. Je parle de la France. Comme ça partout. Et donc ça, c'est un véritable problème. Selon moi, vous voyez, le problème se situe là. Alors, je n'ai pas de solution. Vous disiez tout à l'heure en discussion, madame, que peut-on faire? Objectivement, je n'en sais rien. Je me prénomme Ange, je ne m'appelle pas Dieu, donc je n'ai pas toutes les réponses. Mais il me semble, et je raisonne toujours par analogie, comme le médecin que je suis, ne nous arrêtons pas aux symptômes, essayons de monter à la cause. Ça s'appelle un diagnostic, à l'étiologie, je raisonne. Et après, on trouvera le raisonnement, on trouvera sans doute le traitement. Ouais, mais faut le faire vite parce que. Ah ben ça, oui, effectivement, la maladie est en train de s'aggraver, oui. Si on met, par exemple... Surtout l'environnement. Vous avez raison. Le changement climatique, c'est très grave. Ah, ça, c'est le moins que nous puissions dire, oui. J'ai vu l'autre jour que le Victoria Falls, vous savez, c'est en Tanzanie. Oui, qui est asséché. Il est à sec. Ah oui, c'est de même que les océans de plastique, enfin, toutes ces choses-là. Donc effectivement, il y a une véritable urgence écologique. Ça, c'est clair, net et précis, oui. Mais quoi faire? Parce qu'ils ne veulent pas bouger, les politiques, ils ne veulent pas bouger. Non, ils veulent rien vrai. faire. Alors, comment les forcer? Par la violence? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, parce que, si vous voulez, la violence... Enfin, violence pour violence, si vous voulez, s'il doit y avoir une violence, selon moi, elle ne peut être que défensive, vous voyez. Par exemple, si j'avais été, au lieu d'être français et corse, si j'étais par exemple syrien et chrétien, et que des gens veulent m'imposer une religion qui n'est pas la mienne, comme ça s'est passé il y a peu de temps avec les gens de l'État islamique, mon devoir, ou si j'avais été kurde par exemple, ou si j'avais déjà été yazidi, mon devoir était de prendre les armes et de me battre. Mais là, c'est la violence défensive, c'est tout à fait naturel. Maintenant, pour la violence offensive et politique, alors là, ça me heurte à plusieurs niveaux, au niveau de mes convictions politiques, au niveau de mes convictions philosophiques, mes convictions humanistes et mes convictions religieuses. Parce que un être humain peut toujours évoluer. Vous voyez, aujourd'hui, vous pensez blanc, je pense noir, mais peut-être que demain, vous et moi, nous allons penser bleu. Si à l'instant où nous nous parlons, nous en arrivons à nous entretuer, ben on clôt toute possibilité d'évolution commune, vous voyez. De surcroît, je raisonne toujours comme le médecin que je suis. J'en ai vu, moi, des gens, lors des manifestations des Gilets jaunes. Moi, j'ai surtout, en tant que médecin, soigné des gens, vous voyez. J'ai essayé. Mais j'ai vu des gens estropiés. Quand quelqu'un perd un œil, quand quelqu'un perd la vue, quand quelqu'un perd un membre, eh ben, c'est irréversible. Et quand il perd la vie, c'est encore pire, bien sûr. Donc, sauf dans le cas de la violence défensive, je suis plutôt pour les mouvements pacifiques, vous voyez. D'autant que... C'est pour ça que j'aime le Extinction Rebellion. Exactement. L'autre jour, il y avait presque 1 million de personnes dans les rues en Espagne.
Ça, c'est très bien. Des jeunes qui voudraient bien avoir une vie et pas que ça se termine pas dans 20 ans, je sais pas. Mais effectivement, la classe politique... De toute façon, actuellement, c'est des manifestations et des révoltes partout dans le monde. Et vous prenez de Liban, Irak, Syrie, Iran, la France, même aux États-Unis, qu'on ne le voit pas, mais des contestations, il y en a. Ça, je crois que ça serait un autre monde d'ici demain, puisque les gens sont dans la roue. Mais une question que je vais vous poser à vous deux, Dr Ange et la Marianne de mai 68, est-ce qu'à votre avis, surtout la France, depuis l'année dernière, depuis novembre 2018 et le commencement des Gilets jaunes à ce jour-là, avec la grève des syndicats, est-ce que le peuple a pu obtenir quelque chose depuis presque plus qu'un an à ce jour? D'abord, Miss Caroline, vous, et après on va écouter Dr Ange. Qu'est-ce qu'on a pu gagner depuis novembre 2018 à ce jour grâce à toutes ces manifestations face aux finances et économies mondiales qui est en train d'imposer ces lois, même ici en France? Voilà. Je ne sais pas si on n'a pas obtenu beaucoup de choses. Je pense que M. Macron a cédé sur certains points. Il a cédé sur certains points? Oui, un peu, mais pas beaucoup. Quels sont les points qu'il a cédé, à votre avis? Je ne me rappelle plus. Quelques points pour le gasoil, oui, il a enlevé la taxe. Ouais. Et il l'a remis. Ouais. C'est-à-dire, rien n'est abouti depuis. Oui, docteur Ange, qu'est-ce que tu t'en penses, s'il te plaît? Alors, il y a deux choses. Si on regarde dans je vais raisonner à deux niveaux. Si on regarde sur la notion du gain immédiat, de dire, nous avons fait grève, nous avons obtenu. Effectivement, je suis comme madame, très peu, pour ne pas dire rien. Par contre, si on regarde plus profondément, il y a quelque chose qui a changé dans l'état d'esprit du pays. J'ai pu m'en rendre compte lors des manifestations. C'est-à-dire que toute une France dont on pensait qu'elle n'existait plus, tout un peuple qu'on appelle la France périphérique, peu importe que les termes que l'on met, mais des gens qui n'avaient plus la parole, qui pensaient qu'ils étaient les laissés pour compte, et ils le sont d'ailleurs les laissés pour compte, ils ont pris connaissance de leur force. Aujourd'hui, on constate un peu partout dans le monde que les peuples commencent à vouloir reprendre leur destin en main. Alors les choses ne se manifestent pas partout de la même façon, même si le phénomène, vous l'avez dit monsieur Abbassi, le phénomène est mondial. Alors évidemment, la forme que cela prend en Iran, c'est pas forcément la même forme qu'aux États-Unis ou la même force qu'en Norvège, mais partout les peuples veulent reprendre leur destinée. Et on sent bien qu'il y a quelque chose de tout à fait changé dans l'esprit du pays. Je me fonde sur ce que j'ai pu voir dans les manifestations, ce que j'ai pu entendre lors des débats auxquels j'ai pu participer, et surtout sur mon expérience de médecin, où les gens vous parlent très librement. En général, leurs médecins, ils parlent de tout et de rien, et il y a quelque chose qui a tourné dans l'état d'esprit de la population. Jusqu'à présent, on entendait « on ne peut rien, ce sont les autres qui décident pour nous », et de plus en plus, nous entendons « il faut que nous prenions notre avenir dans nos mains, notre destin en main ». Ça, c'est quelque chose de différent, vous voyez, qui se produit. Alors, pour l'instant, les résultats ne sont pas totalement patents, mais effectivement, et madame a raison, Macron a lâché sur des petites choses qu'il a essayé de reprendre, mais on sent bien, quand on a un peu l'expérience de la politique, on sent bien que ce gouvernement transpire la peur, quoi. On le sent, quoi, vous voyez. Et ils sentent bien que le peuple leur échappe et qu'à tout moment, ils peuvent perdre définitivement le pouvoir. Et on sent bien qu'il y a la panique au gouvernement. Et ça, nous l'obtenons, ou le peuple français l'a obtenu, parce qu'il y a ces mobilisations, parce qu'il y a le soutien de l'opinion publique
au mouvement de contestation, parce que les pièges tendus par le gouvernement, à savoir de laisser rentrer des casseurs dans les manifestations des Gilets jaunes, ben, le peuple français n'est pas complètement idiot, ils ont bien compris qu'il y avait une manœuvre derrière. Et pour l'instant, regardez, c'est désagréable aujourd'hui Paris avec les grèves de transport. Néanmoins, la population soutient la grève. Ah oui, ça c'est très important. La population soutient, oui. Oui. Le gouvernement... J'ai le plaisir ce soir de recevoir Miss Caroline, la Marianne de mai 68. Les personnes qui se rappellent de mai 68, même les historiens, ils le connaissent, puisque la photo de Miss Caroline est devenue l'icône de la révolte de mai 68. Alors, après des années, David Abachi a trouvé cette charmante dame qui est toujours révolutionnaire, on peut dire, comme elle vient de dire, est toujours active dans le politique. Alors, Miss Caroline, oui. mai 68, surtout, c'est les femmes qui ont gagné plutôt que les hommes. Et aujourd'hui, ici et maintenant, après des années, nous sommes en train d'entendre tous les jours un autre mouvement féministe contre la violence aux femmes. Et chaque jour, il y a des victimes qui tombent. Et qu'en pensez-vous, vous, que vous êtes toujours la Marianne de mai 68, après plus de 50 ans, qu'est-ce que vous voyez de ce monde et ce que les femmes sont en train de subir jour après jour? Ah ben c'est terrible, oui. Et heureusement qu'on en parle maintenant, parce que avant on n'en parlait pas. Oui. Comment? Oui, non, je vous écoute, non, on vous écoute, allez-y. Avant on n'en parlait pas et même les femmes qui se font abuser, et tout ça, on n'en parlait pas. Et je trouve ça très bien maintenant qu'on en parle. Mais c'est terrible, les femmes qui se font tuer tous les jours par leur mari. Mais heureusement maintenant qu'on en parle et que ça aide les femmes un peu à pouvoir se défendre. Allô? Oui? Oui. Oui? Allô? On est coupé? Oui, Miss Caroline, nous avons Ferrat qui va vous poser des questions. Frat, bonsoir, oui, on vous écoute. Oui, bonsoir Miss Caroline, bonsoir aux auditeurs, bonsoir David. Tout d'abord, bonsoir. Je voulais savoir en fait quelles étaient vos motivations. Enfin, quand j'ai regardé votre photo, vous vous représentiez. Qu'est-ce qui se passait exactement un peu? Parce que moi, je suis de 1980, donc je voulais savoir ce que vous ressentiez un peu intérieurement, ce qui se manifestait par rapport en opposition à ce qu'on voit aujourd'hui sur à la fois les gilets jaunes et à la fois les grèves. Donc, qu'est-ce que vous voyez par rapport de différent en fait, c'est ça. De 68 et maintenant? Oui. Oui, je pense que c'était le début de maintenant, en fait. C'était le début. Ah, c'est très joli. Début de maintenant. Oui. Ici maintenant. Parce que, disons que 68, ça s'est terminé parce que, d'ailleurs, les syndicats, en fait, ils nous ont trahis finalement. Ils ont lâchés. Et ça s'est terminé. Ça ne pouvait pas continuer parce que c'était fini, quoi. Ils ont repris la main. Mais il y a des choses qui ont changé. Et ça a changé pas mal de choses quand même. On a eu l'avortement pour les femmes. Même la peine de mort a été abolie. Plein de choses ont changé. La façon de penser, de l'éducation et tout ça.
Seulement maintenant, on dirait qu'il y a un recul. Il y a un recul. Tout ce qui, les changements et les choses qu'on a acquis après 68, et on est en train de reculer, comme en Amérique, par exemple, avec Trump et le Brexit en Angleterre, qui est une catastrophe. Mais bon, en France, peut-être ils vont peut-être réussir à changer des choses, je sais pas, avec toutes ces manifestations, faire peur au gouvernement. Seulement, moi, la seule chose que j'ai peur, c'est qu'on ait quelque chose d'encore pire, comme Le Pen et tout ça. Je veux aussi intervenir par rapport à ce que je pense aussi. Je voulais savoir je voulais exprimer mon opinion. Déjà, je suis contre tous ces mouvements, comment dire, pas contre, parce qu'on a le droit de manifester et d'exprimer, mais par rapport à la grève, assez grave actuellement, je pense que pas mal de gens en ont assez, parce qu'on est écrasé, écartelé, comprimé dans les transports. Il y a des lignes qui n'existent plus, il y en a 8, je crois, qui sont complètement supprimées. Les Français les Parisiens font comme ils peuvent. Moi, je suis de Paris, donc pour les auditeurs qui écoutent, plutôt de la région parisienne. Les gens n'ont pas forcément les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire, de travailler comme ils devraient et comme ils pourraient, surtout à une date clé, en fait, proche du 25 décembre et du 31 décembre, pardon. Et donc, le moment des fêtes, et d'autres religions aussi, bien sûr. Donc il y a pas mal de fêtes, pas mal d'événements qui se préparent pour les gens en fait, et des syndicats, donc des personnes qui sont peut-être bien intentionnées, qui ont peut-être de bonnes raisons, ont décidé de nous, comme on dit tout le temps, bien sûr le cliché, de nous prendre en otage et de nous obliger à accepter leurs demandes, leurs revendications. Donc voilà, ça c'est un point de vue. Autre remarque personnelle, plutôt, je ne sais plus comment on dit, argument ad hominem, je ne sais pas exactement. En tout cas, une des grèves qui a eu lieu, je crois, en novembre ou en octobre, je ne sais plus exactement, qui correspondait à un rendez-vous médical. Donc, je fais un clin d'œil au médecin qui est passé tout à l'heure. Voilà, je m'appelle Frat, enfin comme on veut. Donc, j'avais un rendez-vous médical et ce soir-là, chez un dermatologue, la grève a eu lieu. Donc, j'ai dû annuler. Donc, voilà. Activité personnelle, si ça intéresse les ministres ou autres qui veulent savoir ce qui se passe un peu, chez moi ou chez nous. Voilà. Autre chose, le mouvement des Gilets jaunes a commencé le 17 novembre. Ça se vérifie dans les informations, où vous voulez, sur Internet, la presse, comme vous pouvez trouver l'information. Le 17 novembre 2018, je crois. Et donc là, on a célébré un an de la manifestation, qui correspondait aussi au fait que moi, Ferrat, égocentrique, j'ai pris comment on appelle ça, un week-end, pas sabbatique, mais un week-end à l'extérieur, pour une fois, pas devant ma télévision, mais à l'extérieur, pour voir du monde, et même un peu du monde de tous les pays, cosmopolites et polyglottes. Je crois que c'est pratiquement la même chose, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis allé voir pas très loin, j'espère qu'il ne se passera rien, près des Champs-Élysées, et pour voir du monde, donc comme je l'ai déjà dit. Et ce qui se passe, c'est qu'une à 2 semaines après, ils reprennent ça, les Gilets jaunes. Je sais pas, il y a pas mal d'éléments dans les Gilets jaunes, ça va dans tous les sens. Il y a les casseurs, il y a les black blocs, je sais pas comment on dit, il y a les casseurs aussi, des socialistes, des gens très à gauche, etc., etc. Et voilà, ils s'en prennent à des monuments, ils s'en prennent à des œuvres d'art, ils s'en prennent à des vitrines, ils cassent, parfois certains pillent. Il y a pas mal de violence, je suis contre la violence, c'est sûr, mais apparemment, je sais pas. Je ne sais pas s'il y a une limite à l'absurde, donc j'espère, mais en tout cas, voilà. S'il n'y avait pas les forces de l'ordre, je crois que ce serait... Je ne sais pas jusqu'à où ça irait. Je pense que des personnes pourraient lyncher d'autres personnes, donc voilà. Il y a eu des abus, certes, mais après, je ne sais pas. Mais je ne défends pas les forces de l'ordre parce que je n'ai rien de spécial à leur apporter. Ils ont, je pense, suffisamment de moyens. Ouais.
Et quant à d'autres personnes, voilà, qui font des débordements, ça ne mène à rien. Et voilà. Je pense qu'il devrait se raisonner. Ça ne mène à rien. Oui, parce que... Oui, on vous écoute, Miss Caroline. Oui, non, madame, c'est rien. De toute façon, la violence, personne n'est pas d'accord avec la violence. Cette violence qui entre... la violence vient d'où, à votre avis, Miss Caroline? La Marianne de mai 68. Et ce que Farhat aussi il vient de dire, c'est assez important, c'est vrai, il a tout à fait raison. Mais cette violence qui entre, est-ce que c'est organisé? C'est comme ça? L'origine de cette violence, que par rapport aux violences que nous voyons dans les autres pays aussi, quand il y a des manifestations, alors ailleurs, il y a énormément de morts. Par exemple, en Irak, en Iran, il y avait énormément de morts le mois dernier, sauf au Liban, qui était un peu... les manifestations en Liban, c'était dans le joie. En Algérie, on peut dire que les gens, ils ont réussi s'ils sont contents avec le nouveau président ou non. En Algérie aussi, des manifestations qui continuent. De toute façon, ils contestent. Mais là, il y a des morts. Hein. Là, il y a des morts, oui, en Algérie. Oui. Et en Chine aussi, à Hong Kong. Ah oui, Hong Kong aussi. Oui. Alors, toutes ces manifestations, Miss Caroline, vous les voyez comment? C'est-à-dire, c'est organisé, il y a un rapport avec Steve Bannon, histoire des mouvements populistes qui viennent des États-Unis. Est-ce que ça, vous le voyez? De toute façon, mécontentement, la révolte, il y a partout, dans tous les pays du monde entier. Il y a des problèmes. Alors, pouvoir bien profiter de tout ça, ça, c'est l'enjeu. Par exemple, comme vous le savez, on disait toujours que le mai 68, ça a été commencé, soi-disant, contre certaines politiques de général de Gaulle, etc. Mais après, comme Dr Ange l'a dit, même Charles de Gaulle peut-être aurait admiré certaines idées des manifestations de mai 68, puisque quand vous êtes dedans, vous ne pouvez pas devenir contre. Comme histoire des Gilets jaunes, que le 16, je crois que non, c'est le 11 novembre, président des États-Unis quitte la France, il est mécontent, il fait un tweet contre notre président Macron, et après, une semaine après, de manifestation, ça commence. Tout ça, vous pensez, à votre avis, est-ce qu'il y a un lien avec quelque organisation ou non, Miss Caroline? Les manifestations? Manifestations depuis 2018 à ce jour dans le monde entier. Oui. Ouais, je ne pense pas que c'est planifié, je pense que c'est spontané quand même. Alors, puisque vous comprenez bien anglais, oui. Je vais vous diffuser un document révoltant, assez important, en anglais. C'est un spécialiste politologue américain qui parle sur une chaîne internationale. Une chaîne internationale, Caroline, c'est très important. Ce n'est pas cette personne qui est politologue. Frat, toi aussi, tu peux l'écouter bien. Mais après, je vous prie, c'est 1 minute seulement. 1 minute. Je sais ce qu'il dit. Mais on va demander à Caroline, puisque vous êtes anglophone aussi, vous nous traduisez, vous nous donnez votre avis. Puisque lui, dans cette interview, seulement 1 minute, il donne une clé assez importante. Mais après, ça dépend si on va le croire ou non. Écoutez bien, Miss Caroline. No, these are the patterns that you see in the destabilization process from Hong Kong to Ukraine to Iran. They all follow the same pattern. This is yet another attempt to overthrow the government from without. Who is this fellow again? Give me his name. His name is Ayatollah Mike is his nickname. His name is Michael DeAndre. He's been in the CIA since 1979, an operations officer, and he was put in charge of the Iran Mission Center, basically in charge of all U.S. covert operations to destabilize the Iranian government. The New York Times had a good profile, I guess about a year or so ago. Well, in 2017, they had a good profile of him. But this is what they do. These kinds of people create and foment chaos everywhere. But Michael Kozak is the guy behind the unrest in Bolivia.
and he's a longtime hand of overthrowing governments. Well, they co-opt people that live in Iran. They co-opt ethnic minorities. They have people like the MEK that are U.S. agents that go in there and blow things up and kill people. You know, we're once again allying ourselves with the absolute worst types of people because we want to overthrow a regime we don't like, and it always ends in chaos. Voilà, Miss Caroline. Maintenant, la traduction, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il disait, cette politologue américain? Elle a l'air de penser que c'est provoqué, tout ça. Ouais, à la CIA. Mais je sais pas. Oui. Je sais pas si je suis d'accord. Pas tout. Pas tout. Mais peut-être, pourquoi pas. Ils sont tellement machiavéliques, en tout cas. C'est vrai, ils sont capables, oui. Je sais pas. Ouais, voilà, c'est à réfléchir de toute façon, cette interview, surtout quand il parle d'Ayatollah Mike. Vous savez, Caroline, moi-même, je l'avais déjà dit, je veux dire, ici et maintenant aussi, je connais 2 amis français, d'accord? 2 personnes français, qu'ils étaient allés en Iran. Il est devenu élève de l'école islamique en Iran. Et les 2 sont devenus ayatollahs. Et même, il y en a un qui je le voyais ici, il y a déjà encore 10 ans, il est venu me voir. Après, je n'ai pas d'aucune nouvelle. C'est-à-dire, toujours l'intelligence. L'intelligence, quand on dit, c'est le service secret. Ils ont des plans à exécuter à droite et à gauche. Et voilà. De toute façon, ce que ce monsieur vient de dire, Steve Bannon lui-même, il a évoqué, quand il a mis en place Donald Trump aux États-Unis, une partie du monde actuel, il pense qu'il y a une pensée mondiale qui va faire face aux autres pouvoirs, qui soient la Russie, Chine, l'Europe. Ça vient de la part des anglo-saxons, des Américains et des Britanniques, et vous et les autres, qui par les manifestations, par les révoltes, que ce monsieur il vient de préciser, qui dit de Bolivie jusqu'à Hong Kong et tout ça, c'est géré par le même système. Et les gens, ils ont raison. Les gens, ils ont faim, ils n'ont pas l'argent, les gens, ils n'ont pas de la liberté, les gens, ils sont sous la pression, comme mai 68, que vous êtes la marine de ce mouvement. Alors, ils sortent dans la roue, mais après, ça dépend qui va profiter à la fin, Miss Caroline. N'est-ce pas? Oui, mais les gens se font manipuler tellement facilement. Bravo. Surtout s'ils sont dans le besoin, c'est très facile de manipuler les gens. Et on est tous plus ou moins manipulés, je pense. C'est très difficile de voir clair entre le fake news et tout ça. Et la vérité. On ne sait pas vraiment ce qui est fake, ce qui n'est pas. Frat, qu'est-ce que tu en penses, Frat? Ça tombe bien qu'on aborde ce sujet parce que je suis complotiste. Ça ne veut pas dire que je suis comploteur, mais complotiste, c'est-à-dire que je crois aux théories du complot, pas un complot mondial, mais au pluriel des théories du complot. Il y a pas mal de lectures là-dessus, des manipulations, des coups tordus, des coups d'État, des guerres, enfin jusqu'aux guerres, en passant par des manifestations, des révoltes ou autres. Donc il y a pas mal de choses comme la CIA, d'autres organisations. Là, il parle du MK que je ne connaissais pas. Il y a le MK Ultra. Enfin, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu quand on veut contrôler des choses ou manipuler. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, c'était intéressant d'écouter ça. J'en ai compris une partie. Mais voilà. Et donc, c'était un sujet intéressant à aborder. En ce moment, je m'intéresse au complotisme lié aux syndicats, au mouvement de gauche et aussi un peu au mouvement de droite qui se recoupent. Voilà. Quand l'or et l'ambre, l'ébène, l'or et l'ébène se côtoient et poussent vers la droite, donc c'est étonnant. Donc c'est ce que je vis en ce moment et c'est pas amusant. J'allais dire intellectuellement c'est amusant, mais c'est en même temps effrayant en fait. Voilà.
sur le plan humain et social. C'est très intéressant, Frat et Miss Caroline. Vous savez, Miss Caroline, Frat, toi aussi, tu veux bien écouter ça. Tous mes amis, écoutez ça et l'utilisez des domaines, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important, ce que Frat vient de dire. Écoutez, depuis, grâce à Macron, je veux vous dire que vous avez un autre avancé dans l'idéologie, dans la polémique politique, qu'avant, vous ne l'aviez pas. Avant, quand on parlait de complot, non, ça n'existe pas. On sortait des documents après 30 ans, 40 années, comme quoi là, ici et maintenant, ailleurs, il y avait des complots pour faire ça, il y avait des programmes. Complot, c'est quoi? C'est le business plan. C'est-à-dire, vous écrivez un plan, comme business plan pour n'importe quelle société, entreprise qui va travailler. Pour shooter le chat d'Iran, vous écrivez le crash 79, exactement 79, il va tomber le chat d'Iran. 5 ans avant, le bouquin s'est écrit, c'est publié en plusieurs langues. Et beaucoup d'autres projets dans le monde. Il y en a des business plans, il y en a le complot. Le complotisme, ça existait. Mais jusqu'à l'arrivée de Macron en France, on ne parlait pas. Mais après Macron, on parle maintenant. Ça n'a pas commencé, mais ça a été éclaté avec Carlos Ghosn. Quand on a arrêté Carlos Ghosn en Japon, tous les médias, plupart des médias, lui-même Carlos Ghosn, sa famille, ses amis, ils ont dit c'est un complot de la part des Japonais contre l'économie française. Alors qu'on est pour ou contre, c'est autre chose. Moi, je ne juge pas. Je ne suis pas juge ici. Je suis en train de vous informer que le monde politique et économique français, ils ont prononcé même le mot complot en plusieurs fois, comme quoi c'était un complot contre l'économie française. C'est-à-dire, vous pouvez dire officiellement que business plan, ça existe. Nous faisons des plans pour 10 ans, 20 ans, 50 ans pour notre pays. Et en même temps, il y a les autres qui vont de plans et ils mettent en exécution pour gagner d'ici 5 ans, 10 ans, etc. Surtout la guerre économique de Airbus avec Boeing, Amérique et les Anglo-Saxons avec l'Europe, avec la Russie. Ça, c'est quelque chose qui existe en réalité. Miss Caroline, la Marianne de mai 78, que j'ai le plaisir de ce soir pour vous recevoir, sans aucun doute, vous connaissez les feuilletons, les Missions Impossibles. Oui. Vous connaissez Reza Badi'i. Reza Badi'i, c'était producteur et metteur en scène des premières séries de Missions Impossibles. C'était mon ami, il est décédé aux États-Unis, à Hollywood, il travaillait là-bas. Oui. Alors, Reza Badi'i, quand il a commencé Mission Impossible, il m'a dit, il y a déjà 4-5 ans, j'étais à Los Angeles, on a parlé ensemble, mais malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer, puisque cette feuilleton ou serial, c'est connu dans le monde entier, Mission Impossible, c'est-à-dire une équipe, ils sont missionnés d'aller faire des coups d'État, des assassinats, comme James Bond, mon ami Roger Moore aussi, c'était mon ami. Alors, comme James Bond, on sort. Alors, ça veut dire c'est des complots, c'est des mises en scène. Oui, mais... N'est-ce pas? Oui, qu'est-ce que vous pensez? Oui, Miss Caroline. Brexit, c'est un complot. Bravo, oui. C'est certain. Ouais. C'est certain, c'est la Russie, c'est les États-Unis qui veulent détruire l'Europe. Ça, c'est un complot, c'est sûr. Voilà, alors c'est-à-dire les gens comme Farhat et beaucoup d'autres... Et les gens sont tombés dans le panneau. Dans le panneau, ouais. Ils les ont eus, les complotistes. Ouais, puis maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer avec la Grande-Bretagne. C'est vraiment une catastrophe. Oui, c'est vrai. Ça va être une catastrophe pour la Grande-Bretagne, pour l'Europe et pour l'économie mondiale, on peut dire. Oui, mais c'est épouvantable. Alors, j'espère que la France va quand même tenir le coup et ne va pas basculer dans ce genre de choses. Mais peut-être pas. Peut-être que les Français sont... C'est-à-dire, quand il y a déjà 40 ans, 50 ans, Miss Caroline, la Marianne,
de mai 60. Reza Badi et d'autres metteurs en scène, écrivains, scénaristes, ils font des films, des feuilletons, pas un. James Bond, tous les films de James Bond, c'est des complots. Parce que vous savez, le James Bond, Roger Moore, il m'a dit un jour, et après, j'ai fait une enquête et j'ai constaté qu'il avait raison. Vous savez que le monsieur James Bond, l'agent 007 de votre pays d'origine, Grande-Bretagne, ça existait réellement. Il est décédé l'année dernière, il y a déjà 2 ans, ce monsieur. Il habitait à Londres. Oui, c'était un agent de service secret britannique qui faisait des actions de complot. Il exécutait le complot en dehors de Grande-Bretagne. Oui. Et son nom, c'était monsieur James, le nom de famille Bond. Alors, lui... oui, lisez ça, vous allez voir. Et le 007, parce que vous savez, tous les agents, qu'ils soient agents de police, armée de terre, armée de l'air, service secret, tous les agents, chère Caroline, vous savez qu'ils ont un numéro. Ils ont un numéro, tous les agents. Alors, 007... c'était 7e agent qui travaillait dans le domaine Mission Impossible. Les films, c'est-à-dire il exécutait des choses en dehors de Grande-Bretagne. Et une fois qu'on commence par Sean Connery, Roger Moore et les autres, faire le film de James Bond, on sort certains dossiers et certains souvenirs de cet agent de police secret britannique. Je ne sais pas quelle section, parce que ça, c'est une section assez à part. Et ils font des films. C'est-à-dire, quand dans le monde, ils font des films, des feuilletons télévisés, ou même en plus, c'est pas moi et vous, ils font des films. C'est-à-dire, le complot, ça existe. Regardez combien, environ, vous savez, depuis quelques temps que Macron il est au pouvoir en France, qu'on est pour ou contre, c'est autre chose. Moi, je vous dis toujours, pour ou contre, c'est autre chose. Mais je vous informe, je donne des informations. Environ moins de 20 personnes des proches de Macron, ils étaient obligés de démissionner. Jean-Paul Delevoye, c'était la dernière, ce monsieur-là, ce matin. Mais il y avait encore environ 14 à 15 personnes qui étaient obligés de démissionner le moment qu'on a sorti certains dossiers. Vous voyez, alors, tous ces dossiers, au moment où c'est important, vous savez, c'est quelque chose quand même. Et avant aussi, ça existait. Je me rappelle de Jacques Delors. Martine Aubry, c'est sa fille, mais Jacques Delors, à l'époque, je me rappelle, il voulait devenir président de la République. Il était candidat, mais tout d'un coup, il dit « je ne suis plus candidat ». Et l'histoire de Dominique Strauss-Kahn à New York. Il avait un potentiel assez fort pour devenir président de la République française. Et un potentiel assez fort. Tout d'un coup, une histoire de culotte, Dominique Strauss-Kahn, il va être... C'est un complot aussi. Bien sûr, tout ça, c'est des complots. Pour ça, Frat, surtout tout ça, j'ai dit... Parce que vous savez, Miss Caroline, les auditeurs comme Frat, il y a beaucoup sur notre antenne, et en France, dans le monde, qui ont peur de temps en temps de parler de complotistes. Ils utilisent un autre mot, business plan, c'est des business plans, ça existe. Frat. Mais il y a des gens qui croient que tout est un complot. Ouais. Mais bon, peut-être pas tout, mais qu'est-ce qui complote contre la France maintenant, vous croyez? Je ne crois pas, je suis sûr et certain, puisque même les hommes d'État français, ils ont dit ça plusieurs fois, ils l'ont dit. Hein. Regardez, le jour que le président Trump, il envoie un tweet, et il dit, les Français, ils manifestent, et ils demandent un président, écoutez bien, un président comme moi. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Mais jamais les Français n'ont pas dit ça. Mais Trump, il dit ça. Après, ici, les médias ne disent rien. 99% des gens n'ont pas entendu ça. Mais il a dit ça. Audrian, notre ministre des Affaires étrangères, il a envoyé un tweet. Non, un message pour Trump. Il a dit, monsieur, ne vous mêlez pas dans nos affaires. Et même Macron, il a envoyé un tweet.
Il a dit, monsieur, c'est pas vrai ce que vous dites. Mais écoutez, depuis le novembre de l'année dernière, que le 11, Trump a quitté la France et il n'était pas content, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons des tweets, énormément de tweets qui étaient échangés, mais seulement ils ont resté polis dans la diplomatie, surtout Macron. Il a dit, c'est mon copain, c'est mon copain, Trump, mais dans 10 points, ils ne sont pas d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord, l'Amérique, il est fort, il fait jouer des choses. Après, de l'autre côté, vous avez la Russie aussi. Par exemple, la Russie, je n'ai pas voulu dire quelle chaîne avait diffusé cette interview avec politologue américain, puisque je sais, il y a un préjugé dans la tête des gens contre cette chaîne-là. Je vous dis, c'était Russia Today. Russia Today, il m'avait interviewé il y a déjà quelque temps, 2 fois, et il a diffusé juste à 20h. Et cette interview a été regardée dans le monde entier. Il avait un bruit assez important. C'est-à-dire, Russia Today, c'est une chaîne de télévision internationale comme tous les autres. Mais la France doit être contre. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors, on dit le patron, c'est Poutine. Même Macron lui-même, il a pris une position à l'époque contre Russia Today. Alors, c'est-à-dire... J'ai vu que Macron, il a fait copain avec Poutine il n'y a pas longtemps. C'est ça, dans le politique. Vous voyez, le jour qu'il est entré à Versailles, Poutine, jusqu'à ce moment-là, il était l'ennemi. Mais seulement, c'est Macron qui l'a su bien jouer, même avec Trump. Avec Trump, ils ont des différends assez importants. Ce n'est pas seulement sur l'Iran et l'accord nucléaire, sur la Syrie, sur beaucoup d'autres choses, ils ont des problèmes, des différends. Alors, la France ne fait pas des complots contre les Américains, puisque la France, il est faible par rapport mais les Américains, ils ont en main l'empire mondial. Il peut tout faire. Par exemple, un jour, Miss Caroline, si on aurait le temps, on va parler de chute de Gaddafi. C'est qui a profité de la chute de Gaddafi? Personne ne va pas croire ce que David va le dire. Personne. Qui a gagné? Qui a voulu la chute de Gaddafi? Qui? C'est une bêtise énorme d'avoir tué Kadhafi. Bien sûr, regardez maintenant ce qui se passe. Oui. Oui, Kadhafi, il était en train il faisait plus d'attentats et même il était bien pour son peuple. Hein. Oui. Non, mais vous voyez, avec le complot, ils ont réussi de ramener les tribus dans la rue, armer les tribus contre lui. Alors, pour ramener 1000 ou 2000 ou 5000 soldats dans la rue contre Kadhafi, il suffit d'aller voir un chef de tribu. Vous lui donnez une valise de $, comme Kim Roosevelt. Kim Roosevelt, dans les années 50, il va aller en Iran avec $100 000 et il va faire un coup d'État. Voilà. Ils sont allés voir les chefs des tribus de Libye, puisqu'en Libye, c'est toujours les tribus. Alors, quand tu payes le chef de tribu, lui, il peut te ramener 1000 soldats. Tu lui payes $10 millions, il va dépenser $500 000, 9,5 millions, il va mettre dans sa poche, et tu lui donnes le fusil, pistolet et tout ça, l'armement, après, c'est bon. Alors, qui a profité de cette chute de Kadhafi? Vous savez, Frat, je crois qu'il sait. Est-ce que tu sais, Frat, c'est qui a gagné? Non, Frat ne sait pas. Alors, vous savez, Miss Caroline, les chefs et le père spirituel de Hezbollah libanais, il s'appelait Imam Moussa Sadr. Il a été tué, disparu en Libye en 1979. Le chef quoi? Le chef de Hezbollah libanais. Ah oui. Le chef des chiites, c'est-à-dire avant que Khomeini soit connu dans le monde et fait la révolution en Iran, il y avait un autre grand chef qui n'était pas en Iran, mais c'était le chef des chiites. Il était au Liban. Oui. Il était à la place de M. Nabih Berri. Nabih Berri, actuellement, il est chef de parlement
du Liban. Alors, Nabi Berri, qui actuellement il est chef de parlement, il était un élève, un soldat de Moussa Sadr. Moussa Sadr, Imam Moussa Sadr, c'est un grand ayatollah. Gaddafi, il va l'inviter, il va aller là-bas. Et on va discuter, parce que Moussa Sadr n'était pas d'accord avec Gaddafi. Ils vont disputer et on va tuer Moussa Sadr en Libye. Il a été tué, mais Kadhafi, il a dit qu'il a quitté Libye vers Italie. Alors, depuis des années... pardon? Qui l'a tué? Kadhafi. Il l'a tué? Il l'a tué, parce que moi, j'ai rencontré sa sœur en Liban. L'histoire, je le connais bien. Oui. Il a été... Après, il y avait des enquêtes pendant des années, tout ça. Actuellement, tapez Moussa Sadr, chef chiite au Liban, vous allez voir. Depuis 1979, il a disparu, mais il était assassiné. Parce qu'il conteste Kadhafi en public. Gaddafi il présente un livre, soi-disant la Bible de Gaddafi, il dit vert, la Bible vert. Après, il dit je suis le nouveau prophète dans le monde, et ça c'est mon Bible. Et Moussa Sadr, c'est dans une conférence, il y a environ 500 personnes, il va se lever, il va dire monsieur, vous êtes devenu fou? Ah, qu'est-ce que ça veut dire tout ce que tu dis? Tu es contre patati patata? Alors, Gaddafi ne peut pas accepter cette insulte devant les gens. Une fois que la conférence est terminée, il est dans le pays de Gaddafi. Il n'est pas chez lui. On va l'arrêter, après on va le tuer, après on va dire qu'il a quitté. Enfin, les chiites libanais, ils savaient qu'il était assassiné. Il avait toujours un don contre Gaddafi et il voulait le tuer. Pour ça que même Gaddafi, il voulait venir en Iran après la révolution, il n'a pas pu entrer en Iran. C'est Jalloud qui est venu. Parce qu'on avait dit qu'on va le tuer. Les milices chiites à l'époque, Khomeini il était vivant, il a déjà 40 ans. Ils ont dit si Gaddafi vient en Iran, on va le tuer. Alors c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir en Iran, saluer son copain Khomeini à l'époque, les deux assassins enfin. Il a envoyé Abdel Salam Jalloud. Alors cette chute de Gaddafi, ça... c'était en faveur des chiites, mais sans savoir. Il y avait beaucoup de gens qui sont entrés dans ce complot, qu'il était con, je veux dire, il était con. Il ne savait pas que ce qu'ils font, il va être dans les entrées de qui? Parce que même la France n'a pas pu profiter. Ils ont écarté Nicolas Sarkozy du pouvoir. Et beaucoup d'autres choses, c'est parti en l'air. Actuellement, en Libye... on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, vous voyez. Voilà, de toute façon, des complots comme ça, il y en a énormément, il y en a plein. Miss Caroline, je vous remercie. Pendant 1h30, vous étiez resté avec nous. Si vous voulez nous dire dernièrement, je vais préciser que Miss Caroline, elle est engagée dans le politique, mais si vous permettez, Miss Caroline, de ça, on va parler dans une autre émission. Dans une autre émission, on va parler de vos engagements politiques. Mais ce soir, puisqu'on parle de la révolution de mai 68, que vous êtes toujours la Marianne de cette révolution. Et surtout, beaucoup de gens qui nous ont écoutés ce soir, ils ne savaient pas que la Marianne de mai 68, elle a resté toujours révolutionnaire. Ça, c'est très intéressant. N'est-ce pas? Je ne brandis plus des drapeaux, mais peut-être je devrais. Ah oui, il faut. Hein. Moi, je ne vous cache pas, quand je vous avoue que dans le temps était tellement froid, vous aviez vos gants et votre manteau et votre bonnet de mitra, et vous étiez en train de travailler pour vos idées politiques. Ça, tout de suite, j'ai admiré. J'ai dit, regarde, cette femme, qu'elle a resté toujours fidèle à ses principes pendant 50 ans. C'est remarquable, Miss Caroline. Bravo. Merci. Alors, tout ça, c'est pour que vous dormez bien tranquille ce soir. Oui, je vais bien dormir, oui. D'accord. Avec tout ça. Je vais réfléchir à tout ce qu'on a dit. J'ai appris des choses. Et bon, très intéressant.
Je vous remercie d'être avec nous ce soir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. D'accord, Miss Caroline. À très bientôt alors. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. C'était la Marianne de mai 68, Miss Caroline. On avait énormément de choses à dire avec elle, mais on va le dire prochainement. Je sais que vous avez aimé. Surtout, vous savez, comme vous avez entendu, comme elle vous a dit, dans les années 60, il a fait un film, Ici et Maintenant. C'est-à-dire, ses liens avec Ici et Maintenant, c'est très ancien. Alors, mes chers amis, c'est votre tour, 08 92 23 95 20. Vous pouvez vous exprimer, parler, on est là pour vous écouter. Alors, après la Marianne de mai 68, j'ai le plaisir de recevoir vous, les auditeurs. Bonsoir Michel, bonsoir Farid. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Farid. Farid? Oui. Bonsoir Farid. Michel. Michel, attends, d'abord c'est Farid et après Michel. D'accord. Merci. Alors. Ok. Farid, bonsoir. On ne t'entend pas, attends. Allô? Farid? Pour finir le mois. Oui, Farid, on vous écoute. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais te poser la question, parce que je viens de prendre démission juste à l'instant. Qu'est-ce que tu penses de la démission de Jean-Paul Delevoye? Qu'est-ce que tu en penses? Ça, j'en ai parlé, tu n'étais pas là. D'autres questions? Oui, je viens de prendre démission. Voilà, d'autres choses, vas-y, Farid, on vous écoute. Oui, mais je te pose une question, si tu ne peux pas répondre vite fait. Non, ça c'est déjà répondu. J'ai déjà répondu. Pas normal. Non, te dis encore d'autres choses. Je vais te répondre à la fin, pas de problème. Vas-y. On vous écoute, Farid. Bon, ben écoute, puisque toi tu ne me le dis pas, je vais te le dire moi. Ce monsieur, il a oublié de déclarer une paye de 6 000 euros. C'est quand même extraordinaire de prendre des gens pour des cons. 6 000 euros seulement? Seulement 6 000 euros? Il les oublie. Farid? Oui. Seulement 6 000 euros par mois? Oui, une paye de 6 000, je ne sais pas de quel Non, poste. écoute. Il avait 13 activités. Combien? 13 activités. Non, mais les autres, elles étaient bénévoles, oui. Non, écoute bien. Il avait déclaré que 3. Le 10 ne pouvait pas être bénévole. Parmi les 10, une activité pouvait être bénévole. Non, il dit qu'il y en avait 11 de bénévoles. 11 bénévoles? 11 bénévoles sur 13. Donc, il y a 2 payes qui sont payées de trucs où il touche de l'argent. Il y en avait une, je ne sais pas laquelle, où il touchait à peu près 6 000 euros. Il a oublié. Mais et tu crois qu'on peut oublier quelqu'un qui touche 6 000 euros par mois, il va les oublier? Moi, je ne suis pas contre de dire qu'il pouvait oublier. Hein. Non, mais toi, je sais, toi, tu es avec Macron et puis avec les capitalistes, c'est sûr. Quelqu'un qui touche 6 000, il les oublie. Moi, si je touche 6 000, je n'oublie pas. Hein. Farid? Oui. Je viens de te dire, écoute bien, tu n'écoutes même pas. Je viens de te dire que je ne suis pas con de croire que lui, il avait oublié. Et tu dis n'importe quoi après? T'es pas contre quoi? Je te dis que je ne suis pas con. Écoute, au moins, tu as des choses dans ta tête, tu dis ce que tu veux, même pas tu ne nous écoutes pas. Même pas tu ne nous écoutes pas, tu lances tes salades. De toute façon, comme tu le dis, moi j'ai du mal à suivre. Hein. Tu me dis, est-ce que tu crois... Moi je te pose la question, tu me dis, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui touche 6 000 euros par mois, il arrive à les oublier? Et je te réponds, Farid, je te réponds que je ne suis pas con de croire ça, qui lui, il avait oublié. Tu as entendu ce que je t'ai répondu ou non? Alors d'autres choses. Tu m'as pas répondu, non. Ok, reste alors en attendant que tu vas comprendre. Parce que non, Farid, je suis désolé. Est-ce que, Michel, tu as compris ce que j'ai dit ou non? Michel? Des fois,
parles en disant oui et non parce que c'est dans ta manière de traduire en français. Alors, tu dis des fois, par exemple, tu donnes une négation dans une affirmation, tu donnes un mot qui est négatif. Alors des fois, ça fait dire le contraire. Alors tu veux dire positif. Non, voilà, négatif. On parle de ce que je viens de répondre à Farid. Oui. Un philosophe, un philosophe, il peut parler en deux façons. Une façon pour les gens qui sont des savants, ce qu'il disait toujours Socrate, et l'autre pour les gens qui ne sont pas des grands savants. Ça, c'est autre chose. Mais la réponse que j'ai donnée à Farid, c'est ça. Il me parle au sujet de ce monsieur-là, comme quoi il avait oublié de déclarer, et je dis, je ne suis pas con de croire que lui, il a oublié. Et ça, c'est tellement facile. Cette réponse n'est pas philosophique. Un enfant de 6 ans, il peut comprendre ce que j'ai dit. Et toi, par exemple, tu as compris ce que je viens de dire, Michel? On peut comprendre qu'on n'est pas juge et que tout est possible. Il a peut-être voulu profiter et puis peut-être qu'il n'a pas été, comment je dirais, conscient de ce qui se passait. Voilà, c'est-à-dire je parlais en faveur de Farid. Dans l'enquête. Tu vois, Farid, voilà, j'ai parlé en faveur des propos de Farid, que ce monsieur a avoir très activité. Si quelqu'un va croire qu'il a oublié, que lui, il a oublié de remplir plus de 10 activités, un con, il peut croire que lui, il a oublié. Mais moi, je ne crois pas que lui, il a oublié. Il n'a pas le déclaré, c'est tout. Alors, je parle en faveur de toi, Farid. Tu comprends? Oui, j'ai compris. David, écoute. La façon comme tu l'as exprimé, c'était pas clair. Maintenant, tu dis que tu es en faveur. Tant mieux. Si je te donne un chèque de 6 000 euros, est-ce que tu vas oublier de déposer à la banque? Encore non. Bon, ben voilà, c'est ça. Non, ce monsieur, je veux être franc avec toi parce que tu n'as pas écouté. Il nous prend pour des cons. Voilà, et c'est ça que je te dis, que je ne suis pas con de le croire. En plus, si tu écoutais le départ de notre émission de ce soir, j'ai dit la même chose, et même la dernière fois, lundi dernier, Farid, lundi dernier, tu n'étais pas là, tu ne m'as pas écouté. J'ai évoqué ce problème et j'ai critiqué ce monsieur pour cet acte qu'il avait fait. J'ai critiqué même la semaine dernière. Tu comprends? Voilà, maintenant c'est clair. Voilà. Mais maintenant, moi, j'ai écouté tous les gens du gouvernement, hein, les ministres, les députés, tout ça. Ils ont tous trouvé des circonstances atténuantes à M. Jean-Paul Delevoye. Ce qui prouve bien que c'est une bande d'arnaqueurs, de baratineurs et de menteurs. Et Macron, c'est leur chef. Et c'est des gens qui sont prêts à vendre leur père et leur mère. Alors un truc qui est gros comme une maison, ils prennent les gens pour des cons, des imbéciles. Et moi j'espère que les gilets jaunes, les syndicats ne vont pas céder à leurs propositions parce que ce ne sont pas des gens crédibles, ce sont des baratineurs et ils prennent le peuple pour des imbéciles. Rien que ça suffit pour leur dire on ne vous croit pas, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, même si c'est vrai, on ne veut plus vous entendre. On ne veut plus vous croire. C'est fini. Quelqu'un, on le prend la main dans le sac. Et il vient dire au peuple français entier, sans avoir honte, de dire c'est un oubli, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Je me répète plusieurs fois, et je crois que ça, c'est impardonnable. Impardonnable. Dans une démocratie comme la France, que je respecte et que j'aime. De toute façon, il va juger, hein, parce qu'il a des plaintes contre lui, il va être jugé. Non, il a dit qu'il va rembourser, c'est tout. Il a dit qu'il va rembourser. Il va rembourser, je sais pas, 120 000 euros, je sais pas quoi. Mais toi, si tu oublies, c'est pas que tu vas rembourser, c'est que tu vas payer. Tu vas payer avec une pénalité. Lui, il rembourse, il dit je rembourse. Des gens comme ça qui vont donner des leçons de moralité, ces gens-là. Avec ça, ils ont signé comme quoi que c'est des baratineurs
et que ils méprisent le peuple. Ils le méprisent complètement. Je vous salue. Alors, Michel, ça c'était Farid. Oui, je veux bien ajouter quelque chose à Oui, Ferrat, oui. et puis peut-être à Marianne, enfin à Caroline. C'était donc, je voulais dire, au sujet... non, c'était le docteur aussi, Ange, je pense. Docteur Ange, oui. Il disait il faut des armes pour se défendre. Moi je pense qu'on peut se défendre passivement, comme ont fait les hindous avec les Anglais. C'est-à-dire, ils n'avaient pas d'armes, et ils ont réussi à faire partir les Anglais parce qu'il n'y avait plus d'intérêt. On peut boycotter, par exemple. C'est une défense passive. C'est-à-dire ne pas... c'est-à-dire attirer des prédateurs parce qu'on aurait des richesses. Alors ce qu'il faut, c'est arriver à avoir le nécessaire, juste de quoi manger et des habits, un toit, et puis le reste, on n'en a pas besoin. Comme ça, on n'a rien à nous, c'est-à-dire à nous prendre, puisque le nécessaire, on en a plus besoin. Et je pense que le mode de vie pourrait faire changer le monde si on se simplifie la vie à bien manger, à faire des cultures, au lieu de faire des industries de tout. Il faudrait plutôt concentrer tout sur l'agriculture, faire beaucoup de fruits et de légumes pour tout le monde, moins de bétail, parce que le bétail, ça fait beaucoup de désastres écologiques pour la terre et l'eau, ça pollue, et après aussi, ça mange tout, toutes les verdures. Alors, il faut, à mon avis, plus de verdure et de végétal. Si on pouvait changer un peu, devenir plus végétarien, ça ferait beaucoup d'économies de terre et on aurait profusion de nourriture. Moi, le matin, je me fais des bananes à la poêle. J'en mets 5 ou 6 dans la poêle et je les écrase. Je les fais cuire pendant un quart d'heure. Qu'est-ce que c'est bon! Et après, je mange avocat avec des crudités. Je mange toute la matinée, comme les Anglais. Et je me fais cuire des pommes de terre avec des légumes. Après les crudités, avec donc tomates et concombres et courgettes que je peux manger crues quand elles sont bien mûres. Ensuite, je mange les fruits. Alors, je mange toute la journée. J'ai jamais soif. Je mange des fruits juteux et on pourrait tous manger comme ça. Qu'est-ce que ce serait bien pour pas avoir du cholestérol? Parce que dans l'avocat et le végétal, on n'a pas de cholestérol. Et c'est gras et c'est bon. Mais il faut avoir des produits de qualité. Voilà. Avec tous les fruits qu'on peut avoir des Africains, de ceux qui viennent des Caraïbes, des bananes plantains, de igname, des grosses pommes de terre, de toutes sortes de produits exotiques. On a tout ici, à Bagneux. Et pourtant, on est pauvre à Bagneux. On a les Arabes qui vendent tout pour les Africains, pour les Français. Et je suis bien tombé pour ça ici. Après, une fois qu'on a bien mangé tous, on se sentira mieux. Après, il faut des habits, on n'en manque pas, et changer le climat. Alors là, je suis d'accord avec Caroline qui disait il faut de l'écologie, puisque c'est l'écologie qui nous nourrit. Et c'est l'écologie qui fait qu'on respire de l'air pur et qu'on peut avoir des bienfaits de la nature. Et c'est pour ça que je voulais parler, pour dire qu'il faut d'abord de l'écologie pour bien manger. Et après, c'est le toit, le problème en France. Mon frère ne peut plus payer son loyer. Il a 61 ans, il a 2 ans, mon jeune frère, j'ai 2 frères. Il est au RSA parce qu'il a dû arrêter de travailler, il a fait du commerce, il a fait faillite. Et là, il faisait de la brocante avec mon autre frère. Ils n'ont presque pas eu de place au marché. Et ils n'ont pas pu avoir les gains. Donc lui, il ne peut plus payer son loyer. Il a 650 € de loyer.
C'est mon père qui lui paye le loyer. Qui est encore vivant, mon père qui a sa retraite. Bravo, bravo, c'est bien que ton père il est encore vivant, que Dieu le garde encore. Merci beaucoup. Mes chers amis, avant de vous quitter, je vais remercier la Marianne de Mai 68, Miss Caroline qui était avec nous ce soir. Je vais remercier mon ami Dr Ange, c'est un médecin populaire, et il est populiste, et c'est un écrivain, il a fait des bouquins assez intéressants. Je vais avoir le plaisir de l'avoir prochainement sur l'antenne. Je veux vous remercier toutes et tous que vous êtes fidèles à votre radio. Je vais remercier mon ami Didier Doplège, fondateur de cette radio. Didier, je t'embrasse, je te salue. Et une chose qu'à la fin, je veux vous dire, c'est, mes chers amis, ça concerne toutes ces manifestations-là, en Algérie, Liban, Irak, Hong Kong, la France, et surtout l'Iran. En Iran, vous n'avez jamais entendu ce qui est passé réellement depuis le 15 novembre. On dit 100, 200, 300 personnes tuées, mais non. Ils ont fermé l'Internet pendant une semaine, et puisque moi je suis en contact direct, je suis un des premiers, grâce à Didier Doplège, de pouvoir utiliser l'Internet depuis l'année 1995, 14, 15. À l'époque, mes sites étaient uniques. En Iran, personne n'avait pas de site Internet, ni le président, ni d'autres personnes, mais moi j'en avais. J'ai appris de Didier Doplège utiliser l'Internet. Et par l'Internet, par le voie... Vous savez, moi, je ne suis pas trop non plus Facebook. Je l'utilise, par exemple Facebook, mais je ne laisse pas être utilisé par Facebook. Vous voyez, je ne laisse pas. Moi, je l'utilise Facebook, oui, mais jamais je ne me laisse pas être utilisé par Facebook. Pour ça, si vous m'envoyez des messages, vous savez, il y a plusieurs milliers d'adhérents que j'ai sur Facebook avec plusieurs pages, puisque toutes mes pages j'ai dépassé les 5000. Permettez-moi de vous dire que jamais je ne peux pas lire, même regarder tous les messages, des centaines de messages qu'il y en a partout, tous les jours. Mais par contre, par YouTube, j'avais appris à mon peuple, avant que la révolte, le printemps arabe, ça commence, comment il peut nous envoyer des vidéos de 1 minute 30 secondes depuis l'année 2008. Je les avais appris. Cet acte a été repris par les Arabes, dans tous les pays arabes ou musulmans, dans le printemps arabe, et récemment aussi dans la révolution récente en Iran, depuis novembre, depuis le mois dernier, ça fait un mois, depuis, j'ai reçu énormément de vidéos. Une partie, quand on a mis sur YouTube, c'était retiré puisque c'est la violence. Ça nous montre comment les milices des ayatollahs, ils tuent avec les couteaux, avec les pistolets, avec les haches. Les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas l'argent, les gens qui, quand on voit leur maison, c'est vide. Ils ont tué, on dit, Amnesty International et les autres, ils disent 300-400 personnes. Mes amis, plusieurs milliers de personnes ont été tuées. Plusieurs milliers. En plus, on les a tués avec pistolet, avec des armes blanches. On a coupé l'Internet pour que vous ne pouvez pas envoyer des documents, mais après c'était filmé, envoyé, nous l'avons des documents. Et après, ils avaient jeté les individus, les jeunes filles ou garçons, belles et beaux, dans les barrages, vivants, dans les lacs, dans les mers en Iran. L'autre jour, il y a quelqu'un qui dit, mon fils, je l'ai vu que les milices, ils l'ont jeté dans le barrage. Il demande à quelqu'un, un spécialiste, d'aller chercher son fils. Et lui, il va remonter sur l'eau, il va dire, en bas, il y a des dizaines de cœurs. Je ne sais pas laquelle c'est ton fils. C'est-à-dire, comme ça, ils ont massacré les gens en Iran, il y a déjà un mois. Et ça fait
comme ça depuis 40 ans, mes chers amis. Depuis 40 ans. Alors, le 26 décembre, un jour après Noël, il y a un appel à manifestation en Iran en faveur de cette énorme victime qui ont tombé. Énorme. C'est plusieurs milliers, mes chers amis. Et plusieurs milliers de personnes sont toujours en prison. Et le silence que le monde entier est en train de porter sur l'Iran, je ne sais pas c'est quoi. Même les Américains, ils disaient « Ah, si le peuple iranien il sort dans la rue, on va les aider. » Mais comme vous pouvez constater, c'est le pouvoir qui en l'aide, pas le peuple. Plusieurs milliers en prison, plusieurs milliers tués. Et le 26 décembre, ça sera un jour de grandes manifestations en Iran en faveur de ces victimes. Je vous embrasse toutes et tous, que la paix, l'amour soient avec vous et dans tous les pays, mes chers amis. Restons toujours